Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, je vais essayer d'expliquer le fonctionnement d'un système de gestion de base de données. Donc en général, c'est les SGBD. Alors je commence par une définition du système de gestion de base de données. Donc un système de gestion de base de données, il joue le rôle d'intermédiaire entre les utilisateurs en général et la base de données physique. Donc, c'est une définition, si vous voulez, pratique. C'est une définition pratique. Alors, on a un système, on a notre serveur physique, serveur virtuel essentiel sur le système d'exploitation, et on a un SGBD. SGBD, c'est un système comme nous, on va étudier le SQL Server. Le SQL Server, et ça, le SGBD. On a l'utilisateur. On a un utilisateur. Cet utilisateur, il va contacter le serveur pour accéder au système de gestion de base de données. Donc, le rôle du système de SGBD, donc, on a une base de données, c'est le symbole logique d'une base de données. Donc, l'utilisateur, il va consulter une table au niveau de cette table, de cette base de données, et le SGBD qui va jouer le rôle d'intermédiaire entre l'utilisateur et les bases de données. Et bien évidemment, donc ça c'est un symbole d'une base de données logique, c'est un symbole, et une base de données, c'est un ensemble de fichiers de données et des fichiers journaux, etc. Donc on a par exemple file 1, data par exemple. Donc le SGBD, son rôle, c'est de récupérer les informations à partir des disques durs et de les représenter d'une façon logique pour un utilisateur. Donc il est responsable sur la sécurité. Par exemple, c'est un utilisateur qui n'a pas le droit d'accéder à une donnée. Donc le SGBD, il va bloquer l'utilisateur, il va vérifier la sécurité, l'enregistrement des données, la sauvegarde. Il y a pas mal, chaque SGBD, il offre pas mal de fonctionnalités. Donc, si on prend l'exemple, il y a plusieurs systèmes SGBD sur le marché. On commence par exemple par MySQL, SQL Server et Oracle. Et on a d'autres. Comme MariaDB, comme il y a pas mal de systèmes de bases de données, DB2, etc. Mais le plus utilisé, ou bien c'est on maîtrise ces trois gammes, si vous voulez, ou ces trois catégories de SGBD. Donc, on peut configurer et paramétrer n'importe quel SGBD. Donc, en général, c'est une définition pratique, si vous voulez, d'un SGBD. Donc, c'est un système, on a ici le OS, le système d'exploitation, et dans le système d'exploitation, dans une entreprise, généralement, on utilise des systèmes serveurs. Par exemple, si on parle de la famille Windows, 2008, 2012, 2016 ou 2019 actuellement, on installe un système et ce système-là, il va nous permettre de gérer nos bases de données, de créer des bases de données, de les sécuriser, de les partager, de les sauvegarder, de les protéger. Donc le tout passe par ce système de gestion de bases de données. Okay, par exemple, pour notre cas, on va utiliser le SQL Server. Je pense que c'est une définition pratique, si vous voulez. Alors, après, on va passer au détail de la partie théorique, et après, on passe au TP. Alors, comme d'habitude, moi, j'utilise un fichier texte pour citer les étapes à suivre.
Donc, pour cette vidéo, on va parler de l'installation, le paramétrage, les services, les instances, tout, on va voir. Donc, ok, j'ai commencé par l'introduction. Donc, pour le SQL Server, comme vous le savez, c'est un produit de Microsoft et on a plusieurs versions. En commençant par la version Express. La version Express est une version gratuite qu'on peut tester si on veut tester ce SGBD. On peut télécharger la version gratuite et on a d'autres versions. Ces versions, c'est selon les fonctionnalités. On paye une licence d'utilisation pour Microsoft. La différence entre les différentes versions, ce sont des fonctionnalités de plus. Je parle par exemple de la version entreprise. On a la fonctionnalité par exemple de créer un cluster de serveurs, de base de données sous SQL. Par exemple, on peut utiliser deux serveurs, SRV1 et SRV2. C'est juste une information. Et on va utiliser un support de stockage partagé via fibre optique. Il y a les unités de stockage et on peut configurer ce bloc-là, ces deux serveurs en tant que cluster et les utilisateurs. C'est juste une information. Les utilisateurs ils vont contacter ce cluster-là qui aura une seule adresse IP. Non. Là. Et donc, on communique et ce système-là, si ce PC tombe en panne, le deuxième prend le relais. C'est juste une fonctionnalité ou juste une information pour savoir la différence entre pourquoi on paye par exemple une somme pour cette version, pourquoi on ne paye pas pour cette version. Alors ça, ce qui concerne les versions de SQL Server. Alors, pour le point suivant, c'est le classement. Qu'est-ce qu'un classement? On a cet aspect pour les bases de données. Avant de mettre en place un système, un SGBD ou une base de données en général, on doit prendre en considération les données qu'on va stocker, sur cette base de données. Par exemple, je vous donne un exemple. Si on a une base de données qu'on va utiliser, on va stocker des caractères chinois. Okay? Donc, on doit préparer notre système afin de prendre en considération ça. Et donc, qu'est-ce qu'un classement? Un classement, c'est un ensemble de règles et de paramétrages concernant les paramètres régionaux associés, etc. Et donc, pour le SQL Server, il gère deux. Donc, soit on peut utiliser le classement paramétré sous notre système d'exploitation Windows, ou bien on peut choisir un autre. Donc, en plus de détails, par exemple, pour les critères par exemple, pour le tri et pour les recherches, etc. Donc, si on a, par exemple, je prends l'exemple suivant, par exemple, si on a des mots qui commencent par A, alors que le système, il va trier ces mots-là, ou bien ces lignes, ces colonnes-là. Alors, il va pas les trier au hasard ou d'une façon aléatoire. Il va commencer. Il y a un ensemble de règles qui imposent au SGBD d'utiliser telle ou telle façon de tri. Par exemple, si on paramètre notre système qu'il soit sensible à la casse, il va prendre en considération un certain nombre de règles, de filtres au niveau du trait, par exemple. Alors,
C'est un exemple pour, en général, c'est un paramétrage global. Par exemple, nous, on va utiliser, pour le classement, on va utiliser la langue française. Donc, les dates, il y a pas mal d'informations, ils sont reliés au classement. Et au moment, pourquoi je vous détaille ça, parce que toute cette partie théorique, c'est juste pour répondre aux questions de l'assistant de l'installation. Et tout ce paramétrage-là, il se passe par l'assistant d'installation du système. Donc alors, comment le système il va faire ce tri-là? Bien sûr, il va se baser sur le classement. Okay? Ce classement-là, il va, par exemple, si on a des lettres chinoises, bah, il va le traiter comment? Et tous les systèmes de gestion de base de données, on trouve ce concept-là. Donc, le plus important que SQL Server, on peut utiliser le classement, déjà, le classement de Windows. Par exemple, si j'ai une version française de système d'exploitation, le SGBD SQL Server, il va hériter le classement Windows. Et il y a des cas, moi j'ai un système par exemple, une version française, et moi je veux utiliser par exemple la langue arabe pour développer une application. Donc à ce moment-là, je peux demander de mon SGBD d'utiliser un autre classement. Ce n'est pas le classement paramétré sous Windows. Donc, mise en correspondance des numéros de page de code, l'ordre de trait qui peut avoir été spécifié. Donc, c'est la partie théorique, mais c'est ça l'aider. Si vous voulez, par exemple, détailler le sujet, vous pouvez taper classement SQL Server ou SGBD. Il va vous donner trop de détails pour les gens qui veulent se spécialiser dans ça. Alors, le troisième ou le quatrième point, donc on a pour l'installation de SGBD, je parle de SQL Server, donc on a le concept des instances. Alors, qu'est-ce qu'une instance d'un système d'un SGBD ou de SQL Server? Donc, je vous donne un exemple, comme je donne à mes étudiants en classe, si on installe la suite Office ou Microsoft Office sur un PC et on l'installe la première fois, si on veut réinstaller à nouveau ce système ou cette application, cette suite d'applications, le système, il détecte qu'on a une version déjà installée, il nous invite à modifier ou à réparer cette installation. Ok? On ne peut pas, donc, pourquoi? Parce que c'est donc pour alors, donc, on a dit que cette application, cette suite d'applications, il gère pas les instances. C'est juste un exemple. Alors, pour le cas d'un SGBD, surtout je parle de SQL Server, on peut installer des instances. Ok, comme je parle avec le langage des développeurs, on a la classe et on a les objets. Objet 1, objet 2, etc. Alors, on a la définition, c'est la classe, par exemple la classe personne, et on trouve Abdrahim, Ahmed, Oussa, etc. Ok, donc la classe, c'est le système, c'est le système de SGBD. Et on peut installer plusieurs installations, plusieurs instances, et chaque instance elle est à part entière au niveau de notre serveur. Donc, je vous l'explique pourquoi et on a ce concept au niveau des bases de données. On a ce concept-là au niveau des bases de données. Je vous montre un exemple. Je vous montre un exemple. Alors, donc je vous donne, alors je prends ça.
Alors, si on a un serveur physique ou virtuel, ok, et on a un département RH par exemple. Ici, on a notre version SQL. Ok, on l'installe. Ok, donc on a une instance ou bien un système installé pour voir la problématique, la problématique résolue par les instances. Alors, donc on a ce département-là. Ce département-là, il travaille sur ce serveur-là. On a des bases de données, un ensemble de bases de données qu'on va traiter. Alors, si la direction ou l'entreprise, il veut qu'on a ici des informations confidentielles et on ne veut pas qu'on ne peut pas partager ce serveur ou ces informations ou en général l'accès à ce serveur-là pour d'autres départements. Donc, par exemple, recherche et développement. On a un autre, et comme on a dans ce département, on trouve des choses trop confidentielles, c'est des choses stratégiques, c'est bien. Donc, comment on va sécuriser ces données-là, ok, ces bases de données, etc., au niveau de ce système de SGBD. Alors, donc, bien sûr, on peut connecter ce deuxième département à ce système-là et on utilise des techniques pour sécuriser l'accès, etc. Alors, mais c'est les choses, c'est pour des raisons de sécurité et si on veut séparer physiquement, d'une façon totale, les données enregistrées sur ce serveur et enregistrées sur un autre serveur. Donc, face à cette problématique, donc les informaticiens ou les administrateurs, ils sont obligés d'installer un deuxième serveur. C'est pour voir une totalité, une séparation totale. On va installer un deuxième serveur et on va installer SQL Server. C'est le SGBD et on va créer les bases de données. Et on va dire que, OK. Donc, pour ce département, il va utiliser ce serveur. Pour ce département, il va utiliser ce serveur. Ou bien une filiale, etc. C'est pas ça c'est juste pour comprendre l'idée. Donc, si on fait cette configuration, donc c'est pas pratique. On suppose qu'on a 9 départements et on veut vraiment ces exigences de sécurité. Bien sûr, on peut partager même instance, même installation avec plusieurs départements et on les sécurise par les techniques offertes par le SGBD. On peut le faire. Mais il y a un risque si un administrateur oublie un paramétrage ou des trucs comme ça, il peut des utilisateurs non autorisés, ils peuvent accéder à des informations qui n'ont pas le droit. Alors donc pour top sécurité, on peut utiliser cette topologie ou ce schéma-là, et donc comme vous le voyez, ce n'est pas un schéma pratique, ce n'est pas une topologie pratique. Donc si on a 10 départements qui l'exigent même niveau de sécurité, on ne va pas installer 9 serveurs ou 10 serveurs. Okay? C'est de cette problématique-là, la notion ou le concept d'instance, il est né. Alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? La solution, c'est les instances. Donc, on a un serveur, serveur 1. Alors, on peut installer SQL Server. SQL 1. Ça, c'est la première instance. Je peux installer une deuxième instance. 2. Et je peux créer des bases de données ici. Et je peux créer une base de données ici. Et comme ça, comme son nom l'indique, ce sont des instances de SQL. Ce sont deux installations séparées. Donc, si j'ai une donnée ici, je ne peux pas accéder à d'autres. Si j'ai un droit d'accéder à ce système-là, c'est comme si j'ai deux serveurs séparés d'une façon totale.
OK? Donc, on va installer la première installation, on va installer la première instance, la deuxième, la troisième, et on peut gérer plusieurs instances sur le même serveur. Et donc, pour le concept des instances, on peut résoudre ce problème-là. OK? Par exemple, je vous donne un exemple, c'est un cas pratique ici qu'on utilise en entreprise. On suppose qu'on a l'instance 1 et on a ici l'instance 2. Et moi, je veux backuper ou sauvegarder toute l'instance 1 vers la deuxième instance. OK? Et mes utilisateurs, ils utilisent cette instance. En cas de problème, donc je peux récupérer, je peux connecter mes utilisateurs aux deuxième instance de backup ou de sauvegarde. OK? Ça, c'est l'idée pour expliquer les instances. Alors, pour les instances SQL Server, on a deux types. On a l'instance par défaut et l'instance nommée. Alors, quelle est la différence entre l'instance nommée et l'instance par défaut? Donc, comme vous le savez, c'est un serveur. Donc, généralement, il a une adresse IP pour qu'on va communiquer avec un serveur avec son adresse IP. OK? Ou avec son nom, bien sûr. Ou avec ce nom. Donc, pour l'instance par défaut, si j'appelle le serveur physique avec son adresse IP, donc il va me rediriger vers l'instance par défaut. On suppose qu'on a SQL 1 c'est default. OK? Donc j'appelle le serveur avec son adresse IP, il va me rediriger vers l'instance par défaut. Si je veux moi me connecter à une instance précise, je dois le préciser comme ça. Alors, par exemple, EasyShare. OK? Donc, le système, il va me rediriger vers cette instance. Et donc, bien sûr, quand je dis instance, c'est une installation à part. Si j'ai un compte sur cette instance, ben, je ne peux pas accéder à l'autre instance avec le compte que j'ai sur cette instance, sur la première instance. Donc, c'est ça l'idée. Alors, bien sûr, il y a un raccourci qu'on utilise, qu'utilisent les développeurs. On utilise le point anti-slash. Et je donne l'exemple avec je pense que les développeurs les constatent. Qu'on installe la version Visual Studio pour développer en .NET et en C#, etc. Et le système, sous cette application, il installe la version Express de SQL Server. OK? Et cette version gratuite. Et généralement, au moment de l'installation, le système, il crée une instance Express. OK? Alors, pour se connecter à cette instance, parfois les gens tapent ça, mais ils ne comprennent pas ça vient d'où. Ils ne savent pas comment il est paramétré. Donc, moi, j'utilise le point représente le PC en local. Si je suis sur mon serveur, ce n'est pas la peine de taper l'adresse IP 192, etc. Je peux utiliser le raccourci point. Ça veut dire sur le PC local, anti-slash, express. Et donc, je peux accéder à cette instance. Et c'est une instance nommée. OK? Ça, c'est juste une information. Je pense à ce que je veux partager. J'espère que j'essaie de partager le max avec vous. Et j'espère que je n'oublie pas des techniques, parce que des techniques ou des trucs à dire. Donc, généralement, c'est ça. Donc, c'est ça le concept des instances. Alors, donc, si on a plusieurs instances sur notre système, donc il y a un service. Il y a un service très important, c'est le browser, service browser. Si ce service-là est arrêté, donc on ne peut pas appeler une instance nommée. OK? Donc, il faut faire attention. On va voir dans la pratique, on va arrêter le service et on ne peut pas accéder à une instance nommée. Donc, pour des tests, on va détailler le tout
Et moi, j'ai préparé un lab professionnel pour faire le TP. Et par l'occasion, je vais y parler. Donc, en général, en entreprise, on n'installe pas un SGBD sur un système client. Okay, on n'installe pas sur Windows 10, Windows 10, Windows 7, Windows. OK. Donc, pour faire des tests, oui. Mais en entreprise, on va trouver un serveur. Si on parle de Microsoft, si on parle de la famille serveur, par exemple 2012, 2016, 2019, 2008, OK. Et on va installer notre instance SGBD SQL. OK, SQL 1 par exemple, c'est la première instance. Et moi, en tant qu'administrateur, je ne vais pas me déplacer vers le serveur physique pour utiliser en local mon SGBD. Je vais utiliser un client, par exemple 10, et je vais me connecter à ce serveur. Et comme ça, c'est mon serveur, il est hébergé ailleurs. Donc, avec une connexion IP, je peux l'administrer à distance. Et moi, j'utilise Windows 10 et le serveur, il est installé. Donc, les applications serveurs, généralement, comme SharePoint, etc., on ne l'installe pas sur même les SGBD comme Oracle, etc. On ne va pas trouver dans une entreprise un SGBD installé sur un poste de direction, par exemple. Donc, dans la salle serveur, on met tout. Et moi, j'ai préparé ce lab-là, on va voir ça dans le TP, pour avoir une idée réelle et exacte de ce qu'on trouve en entreprise. C'est un environnement de production. Alors, OK, je vais voir mon fichier. Alors, ici, on a un point très important. Le mode d'authentification, donc le SQL Server, il offre deux modes d'authentification. Et ici, j'aborde un point très important. On suppose, je parle un peu administration système, on a SRV SQL, c'est un serveur, c'est un SGBD, et on a ici un serveur AD, Active Directory. Et on a ici un deuxième serveur, SGBD, SRV, SQL2. Alors, on a un utilisateur ou un administrateur. Alors, l'administrateur, ou c'est un utilisateur ou un administrateur, l'essentiel c'est un utilisateur. C'est cet utilisateur, il veut accéder à sa machine. Donc, il doit avoir un compte et un pass. Okay, pour ouvrir une session, soit locale sur un PC, soit sur le domaine. Okay, on va détailler ça dans le cours administration Windows. Il a besoin d'un compte, il est obligé d'avoir un compte et un mot de passe pour ouvrir une session. Alors, ça, il veut accéder à ce serveur-là, un SGBD. Alors, on doit créer pour cet utilisateur, on suppose que ce user, pour ce user-là, un compte ici, ou bien login. Alors, si cet utilisateur il veut accéder à ce serveur-là, on va créer un autre login. Bien sûr, on tape le même mot de passe, le même compte sur plusieurs systèmes, et comme vous voyez que ce n'est pas pratique. Ok, ce n'est pas une solution. Alors, la solution, le SQL Server, il offre l'authentification Windows. Ok, il offre deux méthodes d'authentification. Et je parle en premier temps de l'authentification Windows. Alors que je peux utiliser les informations de ma connexion pour ouvrir une session Windows pour accéder à mon SGBD. Et comme ça, je tape un seul mot de passe au moment de l'ouverture de session. Et je vais contacter le serveur SQL1, SQL2, etc. Bien sûr que l'administrateur doit paramétrer tout ça. Okay? Et si je veux, par exemple, accéder à un partage sur ce serveur-là, je ne vais pas retaper mon mot de passe. Je vais taper un seul mot de passe au moment de l'authentification de l'ouverture de session. Okay? Et donc, la plupart de la haute gamme des SGBD, il offre l'authentification via l'annuaire ou via l'étape,
comme l'Active Directory ou l'OpenLDAP sous Linux. Alors ça, c'est le premier mode d'authentification SQL Server, donc c'est le mode Windows. Okay. Et on a le deuxième mode, bien sûr, si on n'a pas cette architecture compliquée, on peut créer un compte. Si on a par exemple, je vous donne un exemple, si on a un seul serveur, et moi je veux un serveur, et moi je veux, on a notre instance SQL, moi je veux créer un compte ici. Par exemple, un compte sur ce serveur, user1, avec un mot de passe. Donc je peux utiliser l'authentification SQL Server. Donc l'SQL, on peut le paramétrer en deux modes d'authentification. Le mode Windows, l'authentification Windows, et l'authentification SQL propre. Donc le mot de passe est enregistré sur l'instance. Par contre, le mot de passe de Windows, il est stocké soit sur l'annuaire, soit sur la SAM au niveau d'un système Windows. J'espère que ça soit clair. Donc, on va voir tout ça en pratique, de toutes les façons. Mais je pense que c'est clair. Alors, je vais passer à mon fichier. Alors, pour l'installation de SQL Server, donc on a plusieurs composants. Ok, on a ce qu'on va traiter, nous, dans cette matière. Donc, c'est le moteur de base de données SQL. Ok, c'est le moteur de base de données qui va gérer la création des tables, des bases de données, interroger le système, etc. Et on a d'autres composants comme l'analysis services, reporting services et l'integration services. Ce sont des services pour data warehouse, pour le business intelligence. C'est pour les gens qui veulent se spécialiser dans ce domaine-là. On a d'autres services de notification pour l'envoi des emails, etc. Et on a le dernier composant, c'est les outils de gestion ou bien les composants pour les outils pour une station de travail. Comme vous le savez, avec le SQL Server, on utilise Management Studio pour accéder, pour gérer notre moteur de base de données ou pour gérer notre base de données. Donc, si on n'installe pas cette composante, ok, si on n'installe pas les outils de gestion, on ne va pas trouver le SQL, le Management Studio, SQL Server Management Studio. Comme si on installe la version express de SQL Server, on ne trouve pas Management Studio. La solution, c'est d'installer un système de gestion pour accéder à votre moteur de base de données et gérer vos instances. Ok, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Donc pour nous, on va se baser sur le moteur de base de données pour cette matière. Il y a une matière, si je vais dire, pour les troisième années, mais il y en a, je vais passer à autre chose, on se concerne même pour les data warehouse, on peut faire pas mal de vidéos, Inch'Allah, pour après. Ok, c'est les outils de gestion, donc si on n'installe pas les outils de gestion, on ne va pas trouver les outils pour gérer notre instance. Il y a des étudiants qui oublient d'installer cette composante et ils ne trouvent pas comment accéder à ce serveur, donc ils doivent installer. Alors pour l'installation, comme je pense que vous le savez, sous Windows, on peut paramétrer une installation silencieuse. Alors une installation silencieuse, ça signifie quoi? Ça signifie que généralement toute cette partie théorique que j'ai expliquée, on va l'utiliser pour répondre à 5 ou 6 questions au niveau de l'assistant de l'installation de ce serveur, ce SGBD. Alors, pour faciliter l'installation, je peux mettre tout le paramétrage, toutes les réponses dans un fichier .ini et je peux donner ces paramètres au setup et le système il va l'installer d'une façon automatique, il ne va pas me montrer les étapes à installer. Alors pour les outils de gestion, généralement on a, comme vous le savez, SQL Server Management Studio et on a SQL CMD. C'est un client de gestion en ligne de commande et Je pense à ce que je veux dire en ce qui concerne la partie théorique et comme pour que cette vidéo ne soit pas trop longue,
je vais diviser la partie théorique de la partie pratique et après on va passer à la partie pratique. Il y a un ensemble de questions de mise en place et je vais partager avec vous un lab professionnel avec des snapshots, etc., avec l'installation des instances. Il y a pas mal de choses à partager. Je vais m'arrêter là pour la première partie et je commence, après je lance la deuxième partie concernant la partie pratique. Donc, merci pour votre attention et je souhaite bon courage. Et bien sûr, pour la partie pratique, il faut suivre la deuxième vidéo. Je vais arrêter le...